Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. In the Migration Pact, a crisis mechanism is foreseen. History is watching us. Wir müssen die Probleme hier lösen. We must now put in place a common European migration and asylum system. Fast procedures at the border. Une répartition équitable des exilés entre les États membres. Identify asylum or return. Mandatory solidarity. Why don't we talk about the causes? Frontex, Europol. Loopholes in the system we have today continue to be exploited. C'est ainsi que nous casserons le business model des trafiquants d'êtres humains. Mon texte, c'est le texte screening, prévoit une procédure accélérée à la frontière pour les personnes qui ont peu de chances d'obtenir le statut de réfugié. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour notre émission européenne réalisée avec le soutien de l'Europe Direct de Strasbourg. Le 20 décembre dernier, après d'âpres discussions, les négociateurs pour le Parlement européen et les représentants des États membres ont finalement trouvé un compromis sans psychodrame ni crise politique sur 5 textes, 5 règlements les plus emblématiques du pacte européen sur la migration et l'asile. Pour analyser cet accord européen, nous sommes ravis d'avoir avec nous Madame Fabienne Keller, qui fait partie des négociateurs pour le Parlement européen de l'un des volets de ce pacte sur la migration et l'asile. Bonjour Madame Keller. Bonjour. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter, vous êtes connue ici à Strasbourg, vous êtes donc l'ancien maire, sénatrice et aujourd'hui donc députée européenne depuis 2019 et vous vous êtes occupée notamment des questions d'asile et d'immigration. C'est aussi pour ça qu'on vous a sollicité, pour que vous nous donniez quelques éclairages parce que je pense qu'on en a beaucoup moins parlé que la loi sur l'immigration en France. C'est vrai. Alors j'aimerais préciser à nos auditeurs, nous avions prévu de nous rencontrer un peu plus tôt au mois de janvier, mais nos agendas ne l'ont pas permis et depuis l'actualité médiatique et européenne a été quelque peu bouleversée par la colère des agriculteurs. Alors je vous propose donc dans une première partie de cette émission d'analyser avec vous donc ce texte tant attendu sur la migration et l'asile et ensuite de faire un petit tour de l'actualité européenne. Alors Madame Keller, on sait que les questions d'immigration soulèvent régulièrement leur lot de controverses, avec notamment la montée des populismes, la recrudescence des attentats terroristes, voire même jusqu'à la place de l'islam en France. Comment vous expliquez que ce sujet puisse autant cliver et finalement aussi qu'au niveau européen, il est clivé, mais ce soit quand même beaucoup plus apaisé comme débat? Alors c'est une réalité, la migration, dont la perception peut être très différente suivant les gens, suivant les États membres, suivant son action de terrain, ses occasions de rencontrer des migrants. Il est aussi inflammable, il est très instrumentalisé par l'extrême droite, qui crée une forme de panique, qui appuie sur la peur que peut suggérer un nombre important de personnes venant à un moment donné. Et puis, on a une réalité qui est une forme de contradiction entre Schengen, totalement européen, on contrôle bien les frontières extérieures et après on circule librement, et les procédures d'asile et de migration qui sont restées sur base très nationale, créant des écarts, des imprécisions, des inefficacités qui sont à la source de grandes difficultés. Pour relier les deux domaines, on a créé ce règlement dit de Dublin, mais qui marche très mal, qui définit quel est l'État membre en charge de la demande d'asile. Et tout le sujet du nouveau pacte, c'est de fixer des règles à l'échelle européenne sur ce sujet très régalien qui est le droit d'asile. On y reviendra un petit peu sur les procédures et sur les changements qui sont prévus. J'aimerais encore vous poser une petite question sur donc cet hasard de calendrier qui a fait qu'il y a la loi sur l'immigration en France qui a été adoptée et ce pacte. Pour l'instant, c'est un compromis, c'est un accord entre les deux institutions qui votent, mais le vote effectif n'est pas encore réalisé. Moi, la question que je voulais vous poser, mais vous y avez partiellement répondu, c'est comment on fait la part des choses entre qui fait quoi en matière migratoire. Qu'est-ce que finalement l'Union européenne fait et qu'est-ce qui reste de la compétence finalement des États, pour qu'on se dise mais pourquoi il y a une loi sur l'immigration en France et en même temps on nous parle d'un pacte asile et migration ou migration et asile au niveau européen. En fait, ce sont deux textes complètement complémentaires. C'est le même ministre, Gérald Darmanin, qui le négocie en Conseil des ministres européens pour le pacte européen et
qui a construit avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, la loi nationale. Le texte national intègre donc des dispositions pour mettre en œuvre dans de bonnes conditions le pacte européen. On ne l'a pas trop dit, c'est bien dommage, mais c'est la réalité. Par exemple, toutes les mesures prises pour pouvoir retourner des personnes auteurs de crimes et de délits, c'est la bonne application en fait, du pacte dans son volet retour pour les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire. Sur la régularisation, qui est un volet très important de la loi française, l'objectif des deux textes, à l'échelle nationale ou européenne, c'est de clarifier la situation des personnes et de cesser d'avoir ce peuple nombreux, des personnes sans droit, certaines qui travaillent, d'autres qui sont en attente de leur procédure d'asile parce qu'elles sont trop longues, pas efficaces, et celles qui sont par contre notifiées du fait qu'elles ne peuvent pas rester, mais qu'on n'a pas su reconduire dans leur pays d'origine. Donc l'idée générale, c'est de fixer des règles et de bien les appliquer. C'est ainsi que les textes européens sont des règlements pour 8 sur 9 textes. Un seulement est une directive, c'est-à-dire qu'ils seront directement applicables dans les États membres, assurant aussi, du coup, une forme de reconnaissance mutuelle. Les procédures seront les mêmes qu'elles se déroulent en Italie, en France ou en Allemagne. On pourrait dire en fait que la question de l'asile, donc du droit d'entrée, de la protection, c'est l'Union européenne, et la question cette fois-ci de la gestion des migrants ou des personnes immigrées en France, ça reste de la compétence nationale. Tout à fait. Principe général de subsidiarité. On fait à la bonne échelle, ce qui est géré plus efficacement, plus près des citoyens. Et donc, il y a un partage des responsabilités, mais les règles de principe seront désormais fixées à l'échelle européenne. Alors revenons sur ce pacte. On sait qu'il y avait déjà eu des tentatives de modifier déjà les procédures en cause. Vous avez parlé de Dublin. Dès 2016, il y a eu un échec. On a eu une proposition de la Commission en 2020. Et cette proposition a finalement abouti à un compromis il y a quelques semaines, donc en décembre, donc presque 3 ans et demi. Pouvez-vous nous aider à décrypter ce pacte ? Quels sont les points importants de ce texte ? Quelles sont les réponses qu'il donne pour répondre à la pression migratoire ? Alors effectivement, c'est un ensemble de textes qui se proposent en fait de répondre à la crise syrienne. Il y a déjà 8 ans, comme vous le rappeliez, on a échoué dans le mandat précédent à aboutir à un accord. Nouvelle proposition de la Commission, en quelques mots, plusieurs textes qui visent à l'entrée à ce que toutes les personnes qui entrent dans l'Union soient enregistrées. On prend leur nom, leur prénom, leurs empreintes digitales et une photo, de manière à pouvoir après les suivre si elles bougent, voyagent dans l'Union européenne ou à l'intérieur d'un pays. Ensuite, pour les personnes qui ont peu de chances d'avoir l'asile, parce que le pays dont elles viennent obtient rarement... C'est ce qu'on appelle le filtrage. C'est le Alors, screening, le filtrage, c'est l'enregistrement. Ça, c'est l'enregistrement. Dans une base de données, qui a un nom un peu techno, qui s'appelle Eurodac, et qui est gérée par une agence européenne en charge du système d'information Schengen, qui existe déjà, et cette agence est basée à Strasbourg. Et elle se développe, puisqu'on lui donne des compétences supplémentaires, à travers ce fichier des illégaux. Donc, le principe, on les enregistre tous, c'est le screening, c'est l'enregistrement. Ensuite, deuxième étape sur les procédures d'asile elles-mêmes, donc c'est application de la Convention de Genève, toute personne qui fuit un pays en guerre ou une persécution en raison de sa religion, de son orientation sexuelle, de ses idées, c'est la question des lanceurs d'alerte, des avocats, des personnes qui s'engagent, a droit à la protection internationale. Mais il faut évaluer sa situation. Et donc, c'est fait en France par l'OFPRA, qui, à travers ses officiers de protection, analyse, à travers des entretiens dans la langue d'origine du demandeur, sa situation et estime ou pas qu'elle relève de cette protection de la Convention de Genève. Donc là, le système est organisé dans chaque État membre. Les Allemands, par exemple, c'est organisé par lande. Il y a d'ailleurs plusieurs centres dans chaque lande. En France, on est français, donc on est centralisé. Donc tout ça se fait à Paris. Donc, par exemple, la loi nationale prévoit la décentralisation de ces procédures qui n'existaient pas jusque-là pour être plus efficaces, plus près des points d'entrée, plus près aussi des lieux
où ces personnes sont de manière provisoire parce que sinon logées. elles doivent se déplacer à Paris Absolument. avec leurs moyens pour se faire entendre. Absolument. Moi, j'ai assisté à l'audition d'un monsieur afghan. En fait, il s'est endormi pendant l'entretien parce qu'en fait, il avait rejoint Paris de peur de louper l'entretien du matin la veille. Et donc, il n'avait pas d'endroit où dormir, donc il a dormi sous les ponts, donc il était épuisé. Donc voilà, c'est très concret, mais c'est aussi mieux organisé, de manière plus décentralisée, la gestion de ces procédures. Et puis les règlements européens prévoient que pour les personnes qui ont peu de chances d'avoir l'asile, on a une procédure en fait, en quelque sorte optimisée, bien conduite. Là où aujourd'hui il y a des délais trop longs, on traîne, on attend, ce qui multiplie aussi des occasions de recours, on a beaucoup de gens mal logés, eh bien on se propose en 3 mois de conduire la procédure d'asile et de recours. 3 mois, c'est bien assez pour traiter le dossier, si on est bien organisé, si on a de la bonne administration. Donc en 3 mois supplémentaires, d'organiser le retour. L'idée, c'est que si les gens viennent en fait pour travailler sans titre de travail, on leur dit, en les respectant, parce qu'ils n'ont rien fait de mal, mais on leur dit que c'est pas possible, qu'il faut qu'ils retournent dans leur pays d'origine et rapidement. Et pour les autres, on calibre mieux la procédure de demande d'asile, puis ensuite, on définit les conditions d'accueil des personnes. Là, c'est le seul cas, c'est une directive, c'est un encadrement. On définit les conditions de retour. Finalement, on voit qu'il y a quand même des points d'achoppement. Les points d'achoppement, c'était les pays d'entrée. Absolument. Donc les pays d'entrée ne souhaitaient pas enregistrer, puisque la règle de Dublin existante prévoyait que dès lors qu'ils entraient dans leur pays, la demande d'asile se faisait chez eux. Donc, risque de... c'est ce qu'on a vu avec la crise syrienne et qu'on voit encore des fois en Italie à Lampedusa. Risque d'être complètement noyé. Donc, le règlement socle, pour lequel je suis rapporteur aussi, c'est le nouveau Dublin qui prévoit des règles de solidarité entre États membres, fixées pour la première année de mise en œuvre à 30 000 places en Europe. Des règles aussi de droit à rejoindre un membre de sa famille assouplie et mise en œuvre concrètement. Si vous avez ainsi votre parent ou votre enfant qui est déjà dans un État membre, vous avez le droit de rejoindre cette personne pour y être accueilli et déposer l'asile dans cet État membre-là. Et on a rajouté aussi une condition d'études. Si vous avez fait une année d'études, ce qui arrive assez souvent pour des enfants, à un moment donné, qui vivent avec leurs parents dans un État membre, ils ont le droit, quel que soit leur pays d'entrée, d'aller déposer la demande d'asile dans ce pays, au fond, qu'ils connaissent déjà assez bien, dont ils maîtrisent vraisemblablement la langue. Bref, des règles de solidarité considérablement renforcées pour que l'Italie, l'Espagne, la Grèce ne se retrouvent pas tout seuls face à des arrivées massives et que, du coup, ils acceptent d'enregistrer tout le monde à l'entrée. C'est ça l'équilibre global du texte, et dans une gestion globale considérablement améliorée, de manière à ce qu'on n'ait pas ce poids énorme d'un nombre de personnes dont on ne connaît pas très bien la situation et qui font aussi du coup des demandes répétées. L'objectif ultime, ce n'est pas encore inscrit dans le texte, mais c'est qu'il y ait à terme une reconnaissance entre États membres des procédures d'asile. On a aujourd'hui en France à peu près un tiers des demandes d'asile de personnes qui ont déjà fait une demande d'asile dans un autre État membre. Et tout ça, on voit bien que ça embolise le système versus mieux traiter, mieux prendre en compte correctement tout de suite les droits des personnes. Et par exemple, le Parlement a pu introduire dans le texte un droit du conseil juridique dès le début de la procédure. C'est-à-dire que la personne, on lui explique dans sa langue dans quel cadre elle se situe, l'application de la Convention de Genève, quels sont ses droits, quelles sont les règles et quelles sont les chances d'obtenir l'asile, comment ils peuvent présenter leur demande, ou si en fait elle est très vraisemblablement irrecevable, comment ça va se passer pour la suite et comment ils vont être reconduits. Donc on est aussi dans une gestion beaucoup plus respectueuse de chacun, mais pour parfois dire la règle à la personne, ou au contraire, si elle a droit à l'asile, le faire dans des délais beaucoup plus raisonnables. Mais on parlait aussi de la solidarité.
par rapport à des États qui refusaient, par exemple, ce qu'on avait appelé à un moment la relocalisation, c'est-à-dire qu'on avait des pays qui se trouvaient submergés et qui devaient traiter ces demandes d'asile, et les autres pays européens qui, eux, n'ont pas de source d'entrée de personnes qui demandent refuge ou de migrants, et ben finalement, ces pays-là disaient débrouillez-vous, nous, ça ne nous concerne pas. Je pense par exemple à la Hongrie notamment, qui avait fait cela au moment de la crise syrienne. Là, vous avez trouvé une solution au niveau du Parlement Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la Commission qui l'a introduite dès sa proposition. Elle a mis une clause anti-Orban, en fait. C'est-à-dire qu'elle a prévu, pour un pays qui ne souhaite pas participer à la solidarité, d'autres mesures. Alors, les mesures peuvent être sous forme d'aide matérielle à l'organisation de l'accueil dans un autre État membre. On proposait par exemple d'envoyer des officiers de protection ou des personnes, des médiateurs, des traducteurs, ou, ça c'est spécial Hongrie, payer. Voilà, on ne veut pas du tout de demandeurs d'asile, on paye à proportion du nombre qu'on aurait été censé accueillir. On voit la puissance incroyable d'Orban dans toutes les décisions à l'unanimité. Là, la Commission a tout de suite mis une clause. Peut-être pour situer les choses, l'année dernière, 18 demandeurs d'asile en Hongrie. Il y en a 150 000 en France. Donc, je pense que c'est des erreurs. Les migrants ne vont pas rejoindre un pays dont tout le monde sait qu'ils ne sont pas accueillants pour les étrangers. Ils veulent construire une vie nouvelle. Donc, de toute façon, la relocalisation avec la Hongrie ne correspond pas à une réalité. C'est assez paradoxal quand on sait que la Hongrie est un pays à démographie très négative. Avec l'Italie, c'est les deux pays les plus en difficulté. Et donc, je pense qu'à un moment donné, on arrivera à avoir ce débat sur la migration légale, sur laquelle il y a un texte en cours de discussion, pour quand même organiser les besoins aussi de l'Union européenne et compléter le dispositif, parce qu'on ne peut pas non plus dire aux ressortissants d'Afrique du Nord, d'Afrique du Noir, qui ne peuvent pas rejoindre l'Europe comme ça irrégulièrement, ce n'est pas la bonne méthode, sans ouvrir à côté une voie de migration légale en leur disant mais si, il y a un besoin et voilà quelles sont les conditions à remplir, voilà quel est le processus pour pouvoir obtenir un titre de migration légale. Alors il y a quelques points qui font quand même débat, qui suscitent un peu des controverses. On a toujours la question de cette externalisation. Vous avez parlé à un moment du filtrage, à un moment il y aura des sortes de hotspots, des lieux... Des centres d'accueil. Des centres d'accueil où on va... on veut éviter les hotspots, il y a 30 000 personnes. On sait aussi qu'on fait des accords où on externalise cette action. C'est-à-dire, par exemple, comme on l'a fait en Turquie, ça a été le cas en Libye. Aujourd'hui, il y a eu la question de la Tunisie. C'est-à-dire que ça nous met en pression par rapport à des États qui ne sont pas toujours des bonnes démocraties, qui utilisent cette pression migratoire contre nous. Le paquet ne traite pas directement cette question. L'externalisation, pour nous, n'est pas acceptable. L'idée vraiment de ces centres aux frontières qui traitent vite et bien les procédures, c'est justement de l'avoir sur notre territoire, mais sur le territoire de l'Europe, mais dans une zone qui a un statut particulier, qui est une zone d'attente, qui existe déjà d'ailleurs à côté des aéroports. Sur l'accord avec la Turquie, il faut la remettre dans sa perspective de la guerre en Syrie. Les Syriens quittent la Syrie, la Turquie est le pays le plus proche, où assez naturellement ils restent, en espérant assez rapidement pouvoir rentrer chez eux. Et une partie d'entre eux poursuivent leur route jusqu'à l'Europe, mais c'est un intérêt partagé que d'épauler la Turquie dans l'accueil massif, 5 millions de personnes, dans un territoire qui est assez naturel pour se réfugier pour les Syriens. Et l'Europe aide la Turquie dans ce cas. Les conditions d'application de cet accord ne sont pas satisfaisantes, notamment sur la question de la scolarisation des enfants, mais c'est des sujets compliqués parce que les Syriens ne souhaitent pas toujours apprendre la langue turque dans l'espoir de retourner chez eux. Ils n'en voient pas forcément l'utilité. Et le peuple turc n'a pas de tradition d'accueil importante de gens qui ne parlent pas la langue d'origine. Ce qu'on a dans nos écoles en France, on a des classes, des enseignants spécialisés qui les accompagnent, puis les intègrent dans les classes ordinaires. C'est quelque chose qui n'existe pas en Turquie. L'accord avec la Tunisie, pour nous, est un contre-modèle. Il se fait dans de très mauvaises circonstances.
avec un président qui affiche qu'il n'accueille plus sur son territoire les personnes venues notamment d'Afrique noire, alors qu'il y avait une tradition d'accueil en Tunisie de travailleurs. Pour la Tunisie, une partie continuait leur route vers l'Europe, mais l'essentiel restait en Tunisie, avec de la maltraitance. Et certains ont été repoussés dans des zones où ils ne pouvaient pas vivre dans de bonnes conditions. Ça ne vous a pas échappé que les autorités françaises n'ont pas participé à cet accord. C'est Madame Meloni, d'extrême droite italienne, qui participait, avec Marc Rutte, qui était en difficulté politique, qui a trouvé là une opportunité, mais politicienne, on pourrait dire, mais ce n'est pas un bon modèle. Par contre, la question de la relation au pays, non pas tiers de transit, comme est souvent la Tunisie, mais au pays d'origine, sera au cœur du projet dans l'avenir. Il faut qu'on parle aux États d'origine. Ils ne sont pas parfaits. C'est un peu un rapport. Il y a une aide au développement de l'Union européenne, mais en même temps, il faut que vous réfléchissiez aussi à mieux faire en sorte que les migrants ne partent pas, que vos ressortissants ne partent pas. Oui, c'est quoi ce dialogue Et puis il y a aussi des coopérations. Ils se font pour la plupart partie des accords Afrique, Caraïbes, Pacifique, où on leur achète des produits à bon prix pour aider leur économie. Nous avons une diaspora en général très importante. Nous avons des relations culturelles. Nous avons aussi une situation dans laquelle on leur prend leurs médecins, leurs ingénieurs numériques. Est-ce que c'est raisonnable de leur enlever ce qui sont les forces vives pour leur pays? Tout ça, parlons-en. Je ne vous cache pas que je me réjouis que Stéphane Séjourné, le président du groupe Renew, soit ministre des Affaires étrangères, parce que je pense que ce n'est plus un sujet exclusivement lié au ministère de l'Intérieur, qui est en général le ministère en chef de file sur les questions d'asile et de migration, mais c'est plus une question diplomatique, de relations globales, et il faut rentrer dans cette discussion et mettre dans ce pot, dans ce pot des axes de la négociation, les questions de formation, les questions de migration légale, les questions de relations globales, diplomatiques avec ces pays. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas comment un pays qui a des ressortissants qui ont tenté de venir en Europe, qui ne peuvent pas être admis, peuvent ne pas c'est la question du retour, oui. Oui, peuvent ne pas les réadmettre. Ils sont ressortissants. Admettre et protéger ces ressortissants, c'est un élément de souveraineté. Donc je pense qu'il faut prendre le sujet par un bout tout à fait différent et dans un accord assez équilibré, au fond, dans une relation apaisée, respectueuse. Je n'imagine pas qu'on puisse pas dialoguer. Alors ce n'est pas des coups qu'on peut faire à la suite d'une migration importante. C'est quelque chose qu'on doit gérer dans la durée et dans un respect mutuel. Les institutions européennes, Madame von der Leyen et d'autres, ont parlé d'un accord historique. Est-ce que vous pensez que on a avancé d'un grand pas avec cet accord, avec ce pacte d'émigration et de solidarité qui devrait régler quand même beaucoup de problèmes? Oui, je crois que ce qui est très fort, c'est la dimension européenne. C'est-à-dire qu'on a des règles qui seront les mêmes. Ces textes ne seront pas transposés, ils sont directement applicables. Après, moi, je vois toujours ce qui reste comme boulot devant nous. Il y a la manière de le mettre en œuvre, comment le budget européen va accompagner les pays de première entrée pour construire ces centres à la frontière, comment on va de manière fluide et responsable gérer cette solidarité, l'effectivité du droit à rejoindre sa famille, il y a des questions de papier, de reconnaissance, etc. Donc moi, je suis déjà à ce boulot. Comment est-ce qu'on peut aussi ouvrir la voie de la négociation sur ces accords avec les pays d'origine? Voilà, nous y travaillons. La mise en œuvre sera stratégique. Le cadre est là. Mais le cadre est là et il est heureux. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que le RN, qui n'a rien fait, moi je ne les ai pas vus dans les discussions, la seule chose qu'ils aient fait, c'est déposer des amendements de rejet. C'est-à-dire qu'ils ont empêché de progresser sur un sujet qu'ils dénoncent. C'est comme si on leur enlevait leur carburant en quelque sorte et ils s'opposent à la solution européenne. Et ça, il faut le dire et le redire alors qu'ils se nourrissent d'images de migrants. Un des buts était que cet accord aboutisse avant les élections européennes. Donc là, normalement, le vote devrait intervenir si on suit les choses pour le mois d'avril. Vous êtes confiante
confiante? Il devrait y avoir un vote sur ce texte au Parlement? Je ne suis pas confiante, je suis totalement mobilisée. Je dialogue avec mes collègues, je travaille. Je suis vigilante à ce que la majorité donc, qui rassemble le PPE, les centristes, mon groupe Renew et les sociodémocrates reste robuste et que nous soutenions ce pacte. Notre rythme de travail, c'est le mandat. Quand nous allons reprendre après l'élection européenne, il y aura un nouveau Parlement européen, il y aura une nouvelle commission en novembre et malheureusement, il y aura une présidence hongroise, ce qui ne facilitera pas les travaux du Conseil. Donc, vous savez, dans la vie, il vaut mieux autant que ce pacte soit aboutisse avant. Absolument. Madame Keller, en quelques jours, l'actualité est passée de la loi sur l'immigration à la colère des agriculteurs. 39% des Français estiment même, selon un sondage de CSA pour CNews, que l'Europe serait le principal responsable de la crise agricole actuelle. Que pensez-vous de cette colère des agriculteurs et de ce sondage ? Alors, je crois on aime bien que l'Europe soit responsable et d'ailleurs en général elle ne répond pas à l'Europe parce que c'est beaucoup de gens à la fois donc voilà, la PAC fait partie de l'Europe depuis les années 60, on peut le rappeler. Les agriculteurs sont d'ailleurs très organisés au niveau européen, c'est probablement l'une des structures professionnelles les mieux on peut dire que c'est encore un tiers du budget organisé, c'est un tiers du budget la politique agricole. C'est tout à fait considérable, donc c'est 9 milliards d'euros pour les agriculteurs français chaque année. Le défi est toujours le même, assurer bien sûr l'alimentation des Européens, soutenir les exportations. Il faut avoir conscience que l'exportation des vins et spiritueux, bien sûr, mais aussi des céréales, mais aussi de produits transformés, est très importante dans la balance commerciale française, européenne globalement, mais française encore plus. C'est un des grands, c'est le deuxième poste, les produits agricoles de base et l'agroalimentaire. Qu'il y a 10 milliards d'excédents. Absolument, c'est 10 milliards d'excédents et des volumes d'à peu près 60 milliards à l'export, et puis après on importe. Donc on a une position assez équilibrée sur ce fameux sujet des accords commerciaux internationaux, parce qu'attention, on est exportateur, y compris de produits agricoles et alimentaires très, très importants. La profession agricole est quand même assez diverse. Je pense que c'est un sujet, j'aimerais beaucoup qu'on en parle un peu plus. Il y a des agriculteurs qui souffrent, qui sont en difficulté. Les problèmes sont variés, mais bien sûr, il y a cette question des importations ukrainiennes qui apparaissent maintenant comme une des explications. Donc, la guerre éclate il y a 2 ans. Pour aider l'Ukraine, on décide de supprimer les droits de douane à l'importation. Le niveau de vie en Ukraine est 2,5 fois en dessous du niveau de vie en Roumanie. Donc, je ne sais pas, ça doit être 4 fois moins que... Un des pays où le PIB est le plus faible. Voilà, ça doit être 5 fois moins que la France. Donc, elles arrivent pas chères. L'Ukraine, le drapeau est jaune comme les blés et bleu comme le ciel. Ça a toujours été le grenier de toute cette zone du monde. Donc, elles arrivent de manière abondante, d'autant que les ports à l'Est sont inaccessibles à cause de la guerre. Et donc, ces produits touchent d'abord les agriculteurs polonais. On ne les a peut-être pas assez entendus, mais ça fait 1 an que les agriculteurs polonais hurlent de la déstabilisation de leur marché. Et ça a fini par arriver dans l'ensemble de l'Europe. Le poulet, c'est quand même fondamentalement des céréales transformées. C'est 70% à peu près du coût de production d'un poulet, c'est les céréales. Donc, comment gérer cette question, mais qui, il faut en avoir conscience, nourrit aussi des circuits de distribution à très bas coût. Si les escalopes de volaille sont très peu chères, c'est aussi parce que ces produits arrivent sur nos marchés. Donc, comment défendre les labels français, les labels de qualité, les labels bio, payer le juste prix, avoir aussi la distribution qui joue le jeu, qui ne prend pas des marges excessives sur ces produits labellisés. C'est un débat fondamental qui trouve son origine dans ce démantèlement. Donc la solution, elle a été esquissée hier, c'est que ces importations vont se poursuivre sans droit de douane, mais jusqu'à un volume limité aux importations d'une année de référence qui serait 2022. Après, il y a cette question absolument centrale et qui, je l'espère, sera dans le débat européen. Quel équilibre entre le soutien à la production et le respect de l'environnement ?
c'est le sens de la nouvelle PAC qui a été votée par tout le monde, y compris que ceux qui aujourd'hui hurlent avec les agriculteurs, le PPE, même le Rassemblement national. Donc ça donne lieu à des contrats pour chaque exploitant qui doivent faire l'objet d'une validation. Visiblement, il y a des délais, il y a des versements financiers qui ne se font pas à tout le monde dans des délais acceptables. Comment améliorer les procédures ? La Gabrielle Attal s'est engagée à fond pour que vraiment toutes ces chicaillas administratifs soient réduits. On a quand même cette problématique où on sait qu'on est lancé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la neutralité carbone en 2050. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je pense simplement à la fin des voitures thermiques neuves en 2035, l'énergie renouvelable. Et tout d'un coup, on voit bien que ça pêche au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, on a quand même cet équilibre à trouver entre le pacte vert et les engagements pour l'agriculture également, et les engagements, je dirais, de cette neutralité carbone. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire ? Il me semble que le 3e paquet de mesures annoncé hier, complété des 2 premiers, apporte une réponse à la réalité de la difficulté de cet ajustement. Il a été discuté avec les agriculteurs. Effectivement, l'agriculture est un des émetteurs de gaz à effet de serre, aux côtés de l'industrie. En France, c'est 15% des gaz à effet de serre. Absolument. Aux côtés des transports et de l'industrie. Il faut avoir conscience que l'agriculture, il y a la question aussi des poussières qui sont assez importantes et qui dépendent des pratiques culturelles. Les agriculteurs étaient en négociation là-dessus. On a vu, c'est la première mesure, que la question du renchérissement du gazole non routier utilisé par les agriculteurs était un problème, à un moment où justement les prix à la vente étaient plutôt à la baisse et que les prix du pétrole sont à un niveau historiquement plutôt élevé. Donc voilà, report de la mesure d'1 an, 2 ans, on va voir, mais sans y renoncer structurellement, parce que c'est bien la consommation d'énergie fossile qui est à l'origine des émissions. Et on ne peut pas, de manière indifférenciée, abaisser le prix partout. Mais je pense que, et j'espère que la campagne nous permettra d'élaborer à ce sujet, on ne peut pas renoncer à nos objectifs de réduction du changement climatique qui lui-même affectent l'agriculture dans ses rendements. Le fait qu'il pleuve moins, qu'il y ait des épisodes d'écoulement de boue, de pluie torrentielle. On le voit au Pas-de-Calais, par exemple. Absolument, affecte l'agriculture elle-même. Donc c'est aussi l'intérêt de long terme des agriculteurs. Donc j'espère qu'un débat plus apaisé arrivera rapidement et de manière constructive, parce que les agriculteurs aussi sont les premiers protecteurs et aménageurs de la nature. On a les élections européennes. On pensait qu'on parlerait beaucoup d'immigration. Aujourd'hui, on parle d'agriculture. Est-ce que vous ne pensez pas que ces sujets très clivants vont être des sujets importants de cette campagne ? Eh bien, je crois que notre position équilibrée, qui prend en compte à la fois la réalité agricole, mais aussi les contraintes environnementales. Alors bien sûr, c'est compliqué à expliquer et l'équilibre politique doit être sans cesse ajusté. C'est l'objet des mesures pour épauler les agriculteurs qui a été prise, mais ce n'est pas un tout ou rien. On ne peut pas annuler toutes les mesures protectrices de l'environnement. Il faut accompagner cette transition. Et à nouveau, je suis convaincue que les agriculteurs sont les premiers à le souhaiter, eux qui vivent bien ce changement climatique au quotidien dans leurs champs. Alors, je vous propose de passer à la rubrique « C'est vachement bien d'être européen ». Alors, Madame Keller, pensez-vous, comme le chanteur Arnaud, que c'est vachement bien d'être européen ? Je ne connaissais pas cette chanson, mais je vais me la mettre en boucle. C'est vachement bien d'être européen. C'est une chance. Quand on va ailleurs dans le monde, on s'en rend compte. L'Europe est très enviée. C'est un continent de prospérité. Bien sûr, il y a des difficultés, mais voilà, vu d'un peu plus loin, c'est un continent de prospérité où on vit librement, où on est protégé pour l'essentiel pour la santé, où l'éducation est accessible. Alors en France, elle est gratuite. C'est quand même magique, où on peut circuler dans les rues librement, sans décliner son identité. Voilà. C'est une chance. C'est une sorte de diamant qu'il nous faut continuer à tailler,
parce que bien sûr, il y a des choses qu'il faut améliorer. Il y a encore trop de pauvres en Europe. Il y a trop de gens qui n'ont pas accès à la santé, mais on a les moyens de porter des politiques pour adresser ces sujets-là. Quelle est pour vous l'adoption du texte qui vous aura le plus marqué durant cette mandature, durant ces 4-5 dernières années ? Moi, c'est évidemment le pacte asile-migration. On partait tellement loin. Et il y a en quelque sorte cet esprit européen. C'est très impressionnant. Hein. C'est-à-dire qu'on avait tous conscience qu'il fallait boucler avant la fin du mandat. On a d'ailleurs écrit il y a 2 ans qu'on ferait tous nos meilleurs efforts, à la fois le Conseil et les rapporteurs, pour que ça aboutisse. Et on a tous un peu déposé les armes, à un moment donné, et cherché ce qu'on pouvait dealer, parce que c'est comme ça que ça marche, ce à quoi je tiens, ce à quoi le Conseil tient, comment on peut... Donc une sorte de force communautaire assez puissante chez les fonctionnaires, chez les élus, en tout cas ceux qui forment la coalition au centre du Parlement et dans la plupart des gouvernements européens. Et quelle devrait être pour vous la priorité de la prochaine mandature ? Que devra faire le Parlement européen pour vous La priorité, elle sera géostratégique. Ce qui a vraiment changé par rapport à 2019, c'est qu'on a la guerre à nos portes, en Ukraine, un grand voisin, la Russie, qui est devenu clairement hostile, qui d'ailleurs risque de manipuler l'élection. Donc qu'il y ait là aussi des opérations d'instrumentalisation de migration, c'est clair. Cette question de géostratégique va être au cœur des perspectives, mais en européen, franchement, on est tellement plus fort. Alors, de notre côté, on attend que le groupe Renaissance se lance dans la campagne. Pour l'instant, il n'est pas encore lancé dans la campagne. On est en campagne depuis presque 5 ans, depuis le début. On n'a pas encore de tête de liste ni une liste. Les autres commencent à avancer, donc... Vous pensez que ce sera pour bientôt ? Alors d'abord, nous, on est en situation assez différente, par exemple d'un monsieur Bardella ou d'une Manon Aubry, c'est qu'on construit les compromis. Donc on est au taf au Parlement européen. Donc voilà, ça prend un peu de temps. On devrait vous retrouver, vous, au Parlement européen ? J'espère. J'adore l'Europe. Je trouve qu'en plus, c'est la mission de Strasbourg, de porter cet extraordinaire projet qu'ont conçu les pères fondateurs après l'horreur absolue des guerres. Flimelin disait, Pierre Flimelin, ancien maire de Strasbourg, l'Europe, c'est extraordinaire, c'est ce qui a remplacé un fleuve de sang, le Rhin, toutes les guerres, en un fleuve de la paix. C'est quelque chose, c'est un bien précieux qu'il nous faut préserver. L'Europe a beaucoup de défauts, mais c'est tellement extraordinaire d'avoir ce lieu où on arrive à construire ensemble et à adresser les principaux défis, comme on l'a fait pour le Covid, comme on l'a fait pour la guerre en Ukraine, comme aujourd'hui on essaye de le faire face à l'incroyable tension au Proche-Orient. Merci Madame Keller pour votre participation à notre émission. Merci à vous. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Open. Et n'oubliez pas, même si c'est tôt, le 9 juin, on vote. À bientôt. À bientôt. Radio Judaïka. Fréquence Europe, Olivier Singer.